Michel Levasseur, président de la Société des sciences, de l'agriculture et des arts de Lille. Quels ont été les retentissements de la crise sanitaire sur les marchés boursiers? En fait, une série de krachs qui ont touché simultanément toutes les grandes bourses mondiales. Avec plus ou moins de sévérité, certes, moins fort en Chine, la courbe en jaune, plus fortement en Italie ou en Espagne, mais toutes les grandes économies ont été fortement touchées au mois de mars 2020. Prenons pour simplifier le cas américain et comparons ce krach boursier de mars 2020 aux autres krachs du début du siècle. L'amplitude a été du même ordre, moins 34%. Mais ce qui fait différence avec le krach de 2008 suite à la faillite de la banque Lehman Brothers, ou celui de l'éclatement de la bulle Internet du début des années 2000, c'est la rapidité de la chute des cours. En quelques jours, moins 34% a été atteint, alors qu'il a fallu près de 8 mois dans le cas de la crise de 2008. La deuxième particularité est la remontée tout aussi violente des cours dans les semaines qui suivent. Ces variations extrêmes à la baisse et à la hausse ont fait dire à certains que les marchés financiers étaient irrationnels. Tel ne sera pas mon propos. Au contraire, je vais tenter de vous montrer que ces évolutions suivent des comportements relativement bien réfléchis. Pour cela, voyons ensemble ce qu'est la valeur fondamentale d'une action. Très simplement, quand vous achetez une action, vous commencez par payer, décaisser de l'argent, payer un cours. En contrepartie, ce que vous attendez, c'est de pouvoir percevoir à l'avenir des dividendes. Bien évidemment, dans un tel investissement, vous souhaitez bénéficier d'un taux de rentabilité positif. Les financiers ont l'habitude de résumer tout ceci en une seule équation. Ce sera la seule équation que je vais utiliser tout au long de cet exposé. Le cours est égal à la somme des dividendes espérés actualisés, un taux R qui représente ici le taux de rentabilité espéré par l'investisseur. Oublions l'équation, retenons l'essentiel. D'abord, premièrement, la valeur d'une action dépend de ses revenus anticipés. Ensuite, la bourse ne reflète pas l'état présent de l'économie, mais le futur tel qu'il est perçu par un très grand nombre de professionnels de la finance. Enfin, quand on commente l'évolution d'un indice boursier, il ne faut pas oublier que les sociétés cotées sont en nombre limité, quelques dizaines de milliers dans le monde, généralement de grande taille, et que leur poids dans l'indice ne reflète pas leur situation actuelle, mais plutôt leur devenir à travers leur capitalisation. Ainsi, Tesla pèse beaucoup plus lourd que Renault, voire même Volkswagen, même si aujourd'hui, cette firme vend beaucoup moins de véhicules. C'est donc un miroir particulier que nous allons regarder ensemble. Dans le cours boursier, il y a une anticipation de dividendes. Comment ces anticipations ont évolué dans le temps? La question paraît ardue, car nulle part on ne peut observer une telle donnée. Cependant, il existe des marchés financiers très particuliers où sont échangés des contrats qui reposent sur la valeur particulière d'un dividende. Par exemple, un contrat qui repose sur la valeur que prendra le dividende en 2028 payé par Total. Ou même des contrats qui reposent sur des paniers de dividendes futurs. Ainsi, au Chicago Mercantile Exchange, on échange des contrats sur les 500 plus grandes entreprises américaines. Et il en existe aussi en Europe, à l'Eurex, à Euronext. Le graphe de droite représente les anticipations, le consensus en matière de dividendes pour ces 500 plus grandes sociétés américaines.
La courbe bleue supérieure est légèrement croissante, comme on peut le constater, et indique que le marché attendait de 2020 à 2030 des dividendes en croissance sensible, mais avec rien d'euphorique. Si on se situe maintenant en avril 2020, au cœur de la crise sanitaire, la courbe inférieure, toujours en bleu, indique une révision à la baisse du dividende attendu pour 2020 et encore plus forte en 2021. Mais chose particulière ici, on voit que les dividendes attendus sont en forte croissance par la suite et vont rejoindre pour 2030 le revenu attendu en octobre 2019. Le marché considère donc que la crise sanitaire est un choc exogène, brutal certes à court terme, qui va faire chuter les performances de l'entreprise pour les prochaines années, mais qui aura peu d'effet sur le long terme. On peut comparer ces anticipations, ces prévisions, aux réalisations, au passé. C'est ce que nous donne le graphe de gauche. Il nous montre que pour ces 500 sociétés les plus importantes aux États-Unis, les dividendes ont fortement augmenté entre 1990 et 2020, à l'exception de la période de la grande crise de 2008-2009. Et qu'attendait le marché le 19 février 2020, alors que le virus était déjà présent à Wuhan, en Chine, mais où la menace n'était pas encore vraiment perçue aux États-Unis, les opérateurs étaient encore légèrement optimistes et anticipaient une croissance des dividendes telle que donne la droite en pointillé. Ce n'est plus le cas le 3 avril 2020. La crise est réellement perçue et on voit que les anticipations ont fortement chuté pour 2020 et 2021, mais que l'avenir le plus lointain n'est pas perçu de manière aussi négative. D'ailleurs, le pessimisme est déjà moindre le 17 avril 2020, comme le montre la courbe en rouge. Alors, est-ce que ce comportement des analystes, raisonnablement pessimistes, pourrais-je dire, est-ce qu'il traduit une certaine myopie, une incapacité à bien mesurer, à prendre l'importance de cette crise sanitaire sur l'économie? Eh bien, une donnée très originale peut nous fournir une information supplémentaire. Les analystes financiers ont l'habitude d'échanger avec les dirigeants d'entreprises pour obtenir de l'information sur leurs investissements, sur les futurs. Et ces échanges sont très encadrés, en particulier aux États-Unis, pour éviter les opérations d'initiés. La plupart de ces échanges se font à travers des conférences téléphoniques qui sont enregistrées. Les enregistrements sont à la disposition des autorités de contrôle, mais elles peuvent aussi servir aux chercheurs. Une étude récente a repris ces échanges téléphoniques et leur fréquence apparaît en bleu sur ce graphe entre le 1er janvier 2020 et la fin mars 2020. Les chercheurs ont analysé le contenu de ces conférences et cherché à voir si le terme coronavirus était présent. Comme on le voit, jusqu'au 20 janvier 2020, alors que le virus sévit à Wuhan, en Chine, le terme coronavirus n'intervient pas dans les échanges entre analystes financiers et dirigeants d'entreprise. Entre le 20 janvier 2020 et le 24 février 2020, date importante parce que c'est le moment où les États-Unis ferment leurs frontières aériennes et prennent conscience de la menace sanitaire pour eux-mêmes. On voit que sur cette période qui précède, les analystes financiers interrogent de plus en plus les entreprises sur les conséquences du coronavirus. Ce sont les barres orangées qui nous signalent cette fréquence. Et bien évidemment, sur la période qui suit, en mars, le thème est omniprésent. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que les analystes ne sont pas en retard sur le reste du public. La courbe noire est un indice particulier. Il a été construit autour de la fréquence de l'utilisation du terme coronavirus ou de termes équivalents dans les requêtes sur le moteur de recherche Google. Il traduit donc une attention générale du public. On voit que le public américain ignorait en fait la crise sanitaire avant le 20 janvier 2020. Les requêtes
commencent à se préciser sur la période qui suit, mais restent modestes et ne sont pas croissantes. En revanche, ce n'est qu'à partir du 15 mars 2020 qu'elles deviennent effectivement très nombreuses. Les analystes ont donc plutôt été en avance sur l'opinion commune de ce point de vue. Ceci étant dit, la valeur financière d'une action ne dépend pas uniquement de ses dividendes anticipés. Elle dépend aussi de ce fameux taux petit r qui représente ici cette rentabilité attendue par les investisseurs. Lui aussi est difficilement observable directement. Cependant, une étude de 2 chercheurs français, Landier d'HEC Paris et Tesmar du MIT, nous fournit ici un éclairage très intéressant. Ils ont repris les cours tels qu'ils étaient cotés en bourse, et ils ont repris les prévisions des dividendes telles qu'ils proviennent des analystes, et ont utilisé cette fameuse équation en considérant qu'il n'y avait plus là qu'une seule inconnue, le taux R, et ils ont résolu cette équation et ont obtenu ainsi une estimation de la rentabilité implicitement attendue par les investisseurs. Que constate-t-on quand on regarde le graphe en trait plein noir? L'anticipation de rentabilité est de l'ordre de 8,5% début janvier, et elle se maintient jusqu'au mois de février. Puis, au mois de mars, nous avons une hausse brutale à un niveau de 11%. Est-ce étonnant? Non, certainement pas. La crise sanitaire qui touche maintenant le monde entier fait courir une très grande incertitude sur le devenir de l'économie. Plus d'incertitude, ça signifie nécessairement plus de risques pour les investisseurs. Et s'il y a plus de risques à supporter, les investisseurs, naturellement, exigent plus de rentabilité. Cette hausse du taux de rentabilité explique, lui aussi, très largement, la chute brutale des cours boursiers. En revanche, ce qui est étonnant sur ce graphe de Landier et Tesmar, c'est le fait que ce taux de rentabilité diminue très vite par la suite. Pourtant, l'incertitude sur l'économie est toujours là. Alors, pourquoi une telle baisse au cours du mois d'avril et du mois de mai? Il faut bien comprendre qu'un investisseur qui achète des actions espère au moins gagner ce que rapporterait un investissement dans un placement sans risque, comme l'achat d'obligations d'État. Et il espère même gagner un peu plus, une prime de risque, en rémunération du risque qu'il supporte. Que s'est-il passé? La prime de risque, nous l'avons vu, a fortement augmenté. Mais en ce qui concerne le taux sans risque, il faut prendre en compte, à ce stade, l'intervention partout dans le monde des différentes banques centrales. Qu'a fait la Réserve fédérale aux États-Unis? Comme ses consoeurs, la BCE par exemple en Europe, elle a acheté massivement des obligations d'État. Vous voyez, la courbe en bleu montre que le stock d'obligations détenues, le stock d'actifs détenus par la Réserve fédérale, a augmenté très très fortement à partir du mois d'avril. Quand vous achetez des obligations, vous faites monter les cours. Et comme les coupons des obligations sont constants, que se passe-t-il? Eh bien, le taux de rentabilité chute, c'est-à-dire que le taux d'intérêt chute sur le marché. Sur les marchés boursiers, nous avons donc 2 effets qui vont parfaitement se compenser. D'un côté, une baisse du taux sans risque et une augmentation en fait de la prime de risque. Si l'indice boursier du Standard & Poor's 500 a augmenté très vite à partir du mois d'avril-mai, c'est aussi du fait de l'intervention de ces banques centrales. Nous avons donc ainsi décortiqué la mécanique générale du krach boursier et de sa reprise. Bien évidemment, toutes les entreprises n'ont pas été touchées de la même façon. Certaines ont été plus durement affectées. On peut penser au secteur du transport aérien, du tourisme, de l'énergie. D'autres, au contraire, se sont mieux comportées, comme par exemple les télécoms, les semi-conducteurs, voire même la pharmacie. Au-delà de ces différences sectorielles, il serait intéressant de mettre en évidence quelques facteurs qui ont été soit aggravants, ou au contraire qui ont limité les effets de ce krach. Parmi ces facteurs, l'exposition au commerce international en est un à l'évidence. La désorganisation des supply chains a fait subir à certaines firmes des risques beaucoup plus élevés que d'autres. Par exemple, les firmes qui vendent beaucoup ou qui achètent beaucoup à la Chine ont peut-être été plus pénalisées que les autres.
Le graphe en rouge montre que, effectivement, dans la période de chute des cours, les sociétés les plus exposées aux échanges avec la Chine ont été plus pénalisées que les autres. Mais ce qui est remarquable dans ce graphe, c'est que cet effet s'est très vite estompé et que quelques semaines plus tard, eh bien, il avait complètement disparu. Pourquoi? Parce que tout simplement, les analystes ont été sensibles au fait que l'économie chinoise reprenait rapidement, avait une très forte résilience et que l'effet Chine ne serait peut-être pas aussi profond que prévu. Il en est d'ailleurs de même pour toutes les sociétés dont l'activité est largement mondialisée, où les échanges avec les différents pays du monde sont forts, comme le suggère le graphe en pointillé. Autre facteur qui a pu jouer un effet, les facteurs financiers. Eh bien ici, les entreprises qui étaient fortement endettées juste avant la crise ont été plus sévèrement touchées, comme le suggère la courbe en rouge, et cet effet a été permanent. À l'opposé, les sociétés qui disposaient d'un matelas de sécurité important, de cash, de trésorerie, elles ont été moins affectées que les autres, comme le suggère la courbe en jaune ici projetée. Et pour reprendre un thème qui est véritablement d'actualité, est-ce que les sociétés les plus vertueuses en matière de responsabilité environnementale ou sociétale, est-ce qu'elles se sont montrées finalement plus résilientes lors de cette période de krach boursier? La courbe en vert, ici, suggère que, effectivement, ce fut le cas, même si l'effet a été relativement modeste. En conclusion, le choc Covid a eu un effet brutal à court terme, mais n'a pas modifié en 2020 une perception positive des professionnels de la finance quant au devenir des entreprises, aux futurs les plus prometteurs. Avant même l'arrivée des vaccins, les espoirs associés au futur et à ces innovations dominaient la perception des risques immédiats associés à la crise sanitaire. Je souhaite remercier chaleureusement l'ensemble des membres de la Société des sciences de l'agriculture, des arts de Lille, qui m'ont permis de présenter et de discuter ces analyses lors d'une conférence interne. Leurs commentaires et leurs encouragements ont toujours été très précieux. Je remercie également les membres de mon ancienne équipe de recherche de l'ECGC de l'Université de Lille, et tout particulièrement les professeurs Debotte, Cousin, Lobé, qui m'ont toujours soutenu et qui ont pu maintenir avec moi des échanges très fructueux. En qualité de président de la Société des sciences de l'agriculture et des arts de Lille, je remercie les professeurs Bordet et Chassagnard-Pinet de l'ICIT et le professeur Lenné de la Covid-19 Research Lille Task Force pour avoir permis cette association fructueuse de notre société scientifique vieille de plus de 200 ans avec les forces vives de la recherche actuelle dans notre région. Je tiens enfin à adresser toute ma reconnaissance au professeur Selot, membre permanent de notre société, pour s'être investi dans ce projet avec autant de ténacité et de réussite. Merci.